Ceci est un livre audio autogénéré par Google. TEMOIGNAGE, de René de Obaldia. Il y a plusieurs années, j'ai fait la connaissance de René de Obaldia, poète, romancier et dramaturge, membre de l'Académie française, auteur de nombreuses œuvres littéraires et théâtrales telles que Les Innocentines, Du vent dans les branches de Sassafras, Monsieur Kleps et Rosalie, Les bons bourgeois, et bien d'autres. Mobilisé en 1940, il fut capturé par les Allemands puis envoyé en Silésie au camp de Sagan Stalag 8C. J'ai souhaité le rencontrer afin de l'interroger sur sa propre expérience de prisonnier de guerre, ce qu'il accepta très aimablement. René de Obaldia me fit part de certains souvenirs de captivité, toujours très présents. Bien que probablement encore éprouvants pour lui, il tint à me les présenter avec humour et légèreté. Qui mieux que René de Obaldia en effet, pouvait faire ressortir le côté surréaliste voire absurde, de certains événements ou de certaines situations vécues par lui et ses camarades prisonniers, pourtant peu propices à première vue à la plaisanterie. Par exemple, il aimait rappeler entre autres anecdotes les courses de poux qu'il organisa pour divertir ses camarades au retour d'une journée harassante. Sur un tréteau, m'expliqua-t-il, nous placions nos différents poux en position de départ et les poussions à l'aide d'une baguette afin qu'ils avancent. Je puis vous assurer par expérience qu'un pou ne marche pas droit. Aussi, il me rappela l'incroyable nomination par Pétain d'un aveugle, Georges Scaipini, chargé d'inspecter les camps de prisonniers de guerre. En 2009, j'envoyai à René de Obaldia 2 lettres de mon père. La première datée du 21 novembre 1943 relatant ses tournées musicales dans les villages de Silésie, la seconde datée du 20 février 1944 mentionnant la visite de la troupe de théâtre du camp de Sagan pour lui demander si, lui-même, avait joué dans cette troupe théâtrale. Le 1er août 2009, je reçus cette réponse. Ce n'est pas sans émotion que j'ai pris connaissance des lettres de votre père lorsqu'il se trouvait au Stalag 8C, à Sagan où je résidais moi-même. Je n'ai malheureusement pas assisté à un concert donné par le petit orchestre Intercommando qu'il dirigeait. Moi-même et pour une seule fois, j'avais organisé une séance théâtrale sous le titre « Les enchaînés déchaînés », ce qui me valut les foudres de la censure mais aussi les rires des copains. Ce fut très intéressant pour moi d'entendre René de Obaldia me parler de cette période très dure de sa vie, qui sur beaucoup d'aspects rejoint l'expérience de mon père et celle de milliers d'autres prisonniers de guerre. C'est probablement grâce à son imagination et à son talent d'écrivain qu'il a réussi, une fois de retour en France, à dépasser cette triste épreuve de jeunesse. N'a-t-il pas dit lui-même que l'humour, la fantaisie, le fantastique, l'absurde sont des qualités plus sérieuses que la raison ? J'ai souhaité faire part de ma reconnaissance à Monsieur René de Obaldia pour son témoignage sur sa captivité au Stalag 8C de Sagan, qu'il m'a autorisé à rapporter en ces termes. Remerciements. Je n'ai pu mener à bien cet ouvrage que grâce aux différentes aides et encouragements dont j'ai bénéficié. Je remercie en premier lieu Edith, ma mère, la jolie Didi. Elle a été ma première et plus fidèle lectrice, prenant connaissance des différents chapitres du projet, au fur et à mesure de leur écriture. Elle les attendait toujours avec impatience et curiosité. Ses souvenirs, bien que quelque peu estompés et nos échanges à l'occasion de ces lectures, m'ont été essentiels. Merci également à mon frère Francis, dont la grande mémoire m'a souvent permis d'ajuster certains éléments du récit, à Maxime et Clémentine, mes chers neveux et lecteurs attentifs, à qui j'ai souhaité faire connaître cette période de l'histoire de leurs grands-parents et arrière-grands-parents paternels. Je remercie ma famille de Dordogne, René, disparu il y a quelques mois, et Denise, les cousines germaines d'André, souvent présentes dans les lettres et dont les souvenirs m'ont également été une aide précieuse. Je remercie leurs enfants Janine, Sylvette, Monique et Jean-Marie qui m'ont offert et fait connaître les ouvrages de l'histoire de la Dordogne sur lesquels je me suis appuyée pour décrire l'année 1944, très meurtrière dans ce département. Merci également de m'avoir transmis des informations sur l'histoire familiale et mis à ma disposition de nombreuses photos. Un grand merci à Jean-François, mon mari, pour sa patience, sa lecture et le soutien qu'il m'a toujours apporté. J'ai également de très grands remerciements à adresser à mes amis dont beaucoup sont des amis d'enfance, qui ont pris connaissance de tout ou partie de ce livre, à différents stades de son élaboration. Certains ont connu André, d'autres pas.
Tous m'ont encouragé à poursuivre mon projet et suggéré quelques axes de recherche. Nombreux sont ceux qui ont trouvé dans ces lettres un écho à leur propre histoire familiale. Anne, Brigitte, Christiane, Françoise, Magali, Martine, Nelly, Nicole, Sylvie, Yvette, Claude Michel, Hervé, Jean-Michel, Marc, Michel, Jean-Pierre. Merci également à l'amicale Salmson qui a retrouvé la trace de la superbe berline Salmson S4D aérodynamique, acquise par mon père à son retour de captivité et qui eut également une histoire singulière. Je témoigne spécialement ma gratitude à monsieur le professeur Yves Durand pour ses ouvrages, ainsi que pour ses conseils, ses recommandations de lecture et sa confiance qui m'ont incité à poursuivre jusqu'au bout mon projet. Introduction. Saint-Geniès, le château. Il y a quelques années, en vidant la maison familiale située à Saint-Geniès, près de Sarlat en Dordogne, j'ai découvert, au fond du tiroir d'un vieux confiturier, un ensemble de lettres jaunies pour la plupart écrites au crayon mine, que mon père André Léon David, décédé en 1992, avait adressé à ses parents durant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir classé les lettres chronologiquement, je les parcours une à une avec beaucoup d'émotion sans trop comprendre parfois ce que je lis. Le premier écrit date du 13 novembre 1939. Il est adressé par André à ses parents, de Paris où il effectuait alors son service militaire lorsque le 3 septembre 1939, la guerre est déclarée par la France et l'Angleterre à l'Allemagne, après que la Wehrmacht eut envahi la Pologne 2 jours auparavant. La dernière lettre d'André est datée du 12 décembre 1944. Elle est envoyée à ses parents du Stalag 8C, en Silésie où André est prisonnier depuis juin 1940. Il s'agit du camp de Sagan, situé au nord-est de la ville de Breslau aujourd'hui Wrocław, ville bombardée 2 mois plus tard par l'aviation alliée après l'évacuation de ses habitants en janvier 1945. Peu de temps après ma découverte, j'en fais part à ma mère Edith. Quelle n'est pas alors ma surprise d'apprendre qu'elle-même n'avait pas détruit les lettres que lui avait envoyées mon père durant sa captivité. Je fouille la maison de ma mère avec son assentiment, et finis par retrouver les lettres conservées précieusement par elle durant de si longues années. Je décide alors de suivre les traces de mon père pendant ces 5 années de guerre et de captivité qui s'étalent de fin 1939 au printemps 1945 et qui me conduisent de Paris à Breslau, en passant par la Champagne et les bords de Marne où il fut fait prisonnier. En parallèle, je me plonge dans des livres d'historiens spécialistes de cette période, afin de mieux connaître le contexte historique entourant les écrits de mon père. J'élabore succinctement l'arbre généalogique de la famille d'André, figurant en résumé ci-dessous, permettant de cerner l'environnement familial et de mieux comprendre certaines de ses lettres et de ses réactions. Arbre généalogique André David, branche maternelle. Mon père André David, un tout jeune homme puisqu'il n'avait pas encore 22 ans lors de la déclaration de guerre, a été fait prisonnier près de Romilly-sur-Seine après avoir traversé les marais de Saint-Gon le 15 juin 1940, soit 2 jours avant l'ordre de cessation des combats du maréchal Pétain et sa demande d'armistice. Il est envoyé au camp de Sagan, le Stalag 8C, en Silésie près de Breslau. André ne restera que quelques jours au camp, et sera rapidement affecté dans divers commandos de travail. N'ayant pas réussi à s'évader, malgré un plan longuement préparé, il demeurera prisonnier jusqu'au début de l'année 1945, travaillant dans divers Arbeitskommandos, comme le révèlent ses lettres. André est né le 27 décembre 1917 à Saint-Geniès, petit village du Périgord noir situé près de Sarlat en Dordogne. Son père Henri David est gendarme monté, en retraite lorsque la guerre éclate. Henri ainsi que son frère Octave, agriculteur à Jaseneuil dans la Vienne, ont fait la terrible guerre de 14-18e, encore très présente dans les esprits lorsque la Seconde Guerre mondiale est déclarée. Henri, enrôlé dans la cavalerie, avait participé à la campagne de Belgique et reçu la médaille militaire. Henri David, campagne de 14-18e. André s'opposera souvent dans sa jeunesse à ce père bon et droit, mais très autoritaire. La mère d'André, Marie-Antoinette Blanc, surnommée Léonie, ma grand-mère, est une femme de tête, douce et forte à la fois. André lui voue une profonde affection. André est né dans un milieu socialiste. Il a été fortement influencé dans sa jeunesse par la personnalité forte et l'action de son grand-père maternel, forgeron et maréchal ferrant à Saint-Geniès, Jean Blanc,
dont il apprend dans une lettre la maladie, puis le décès survenu au tout début de la guerre, le 11 novembre 1939. Cet homme, à la fois bon vivant et déterminé, fut maire du village de Saint-Geniès pendant 20 ans, de 1919 à 1939. Après la loi de séparation de l'Église et de l'État, ce républicain convaincu milite pour la création de la première école laïque dans le village de Saint-Geniès. Il s'oppose à l'hégémonie des écoles privées religieuses ayant seul pignon sur rue au début du XXe siècle de telle sorte que, lorsque l'école laïque est créée, pendant 1 an seules 2 élèves sont présentes dans la classe, ses 2 filles, ma grand-mère Marie-Antoinette, mère d'André et sa sœur cadette Germaine. Jean Blanc et son petit-fils André. Ma grand-mère Marie-Antoinette me racontait parfois ses souvenirs d'écolière, le fait qu'elle avait appris le français à l'école, parlant auparavant uniquement le patois périgourdin, très fière d'avoir réussi à passer brillamment son certificat d'études. André a été également très influencé par l'engagement politique à gauche de son frère Roger David, son aîné de 6 ans, instituteur à Montignac. Roger est épileptique et souvent très affaibli par la maladie. Roger David à droite et son frère André à gauche. Mon père, assez peu porté sur l'apprentissage scolaire, préfère la musique et la lecture. Tout jeune, il est violoniste amateur jouant dans l'orchestre de Périgueux. Son talent musical lui permettra, comme on le découvrira dans ses lettres, de diriger un petit orchestre intercommando durant sa captivité. Il jouera également devant ses camarades prisonniers dans plusieurs pièces de théâtre. Issu donc d'un milieu familial ancré à gauche, André est, lorsque la guerre se dessine, sympathisant socialiste, antimilitariste et sans doute influencé par les mouvements pacifistes très prégnants à l'époque. André vient d'être admis à un concours de l'administration des contributions directes au moment de la déclaration de guerre. Il doit partir faire un stage de formation à Lyon. En raison de la mobilisation générale décrétée, il se trouve dans l'impossibilité de rejoindre son poste. Comble de l'absurdité, l'administration, qui durant la guerre continuera à verser à ses fonctionnaires leur salaire, refuse durant de nombreux mois de le payer, lui reprochant en quelque sorte d'avoir choisi de rejoindre son corps, selon la terminologie militaire, au lieu de prendre ses fonctions. Les lettres montreront qu'elle se ravisa par la suite. Comme le révèlent ces lettres, André est très attaché à sa famille maternelle de Saint-Geniès. Il est également très lié à sa famille paternelle de Jazeneuil, dont il parle aussi dans ses écrits. Le 3 septembre 1939, lorsque la guerre éclate, André, qui est âgé alors de 21 ans, est amoureux de mademoiselle Édith Duponteil, la jeune et jolie Didi, d'1 an son aînée. Édith est née le 1er mai 1916. Elle a donc 23 ans quand la guerre commence. Édith est la fille cadette de Gilbert Duponteil et d'Angèle Castan. Gilbert, cheminot, dirigeait un entrepôt de mécanique à la gare de Périgueux. À la déclaration de guerre, Gilbert Duponteil, alors retraité, anime une salle de sport en ville. André et Édith se sont rencontrés très jeunes, en août 1936, et ont eu un véritable coup de foudre. Didi travaille dans une maison de couture à Périgueux, le Jardin des Robes, dirigé par Marcel Montagu. C'est un magasin de vêtements de luxe, où les femmes élégantes et aisées de Périgueux aiment venir s'habiller. Édith, qui sait coudre et tailler, remplit les tâches quotidiennes de secrétaire et des fonctions plus valorisantes, à ses yeux, de mannequin. Édith présente, lors des défilés de mode de la maison de couture où elle travaille, les collections créées par la directrice et en particulier les robes de mariée. Les parents d'André ne voient pas d'un regard très favorable l'idylle de leur fils avec cette jeune fille, dont la beauté leur semble un peu trop provocante et la profession quelque peu superficielle. Autre temps, autre mœurs. Les années de captivité et les milliers de kilomètres qui les séparent, loin d'éteindre les sentiments d'André à l'égard de Didi, les renforceront. André, alors qu'il est prisonnier depuis plusieurs mois, annoncera, dans une des lettres adressées à ses parents, son amour pour cette jeune fille et son désir de l'épouser dès qu'il sera rentré en France. Didi quittera, au début de la guerre, la maison de couture où elle travaillait lorsqu'elle a connu André. Cherchant un métier plus stable, elle passera des concours administratifs et intégrera en janvier 1940 la préfecture de la Dordogne où elle s'occupera des réfugiés strasbourgeois contraints de quitter l'est de la France occupée par l'armée allemande. Ultérieurement, elle demandera et obtiendra sa mutation au service des eaux et forêts.
Après bien des péripéties et une longue séparation de 5 années, André et Didi se marieront en août 1945, dès le retour de captivité de mon père. Ils connaîtront alors un court répit heureux de 5 ans, mais ironie amère de l'histoire, l'armée fit à nouveau brutalement irruption dans leur vie. En août 1950, alors qu'ils roulent sur une route de Dordogne près de Périgueux, accompagnés de Marie-Antoinette, Henri et de leurs 2 enfants dont l'un était encore dans le ventre de la maman et devait naître 3 mois plus tard, ils sont violemment percutés par un camion grue de l'armée. Ce terrible accident pulvérise leur véhicule, blesse grièvement les 4 adultes et laisse Edith handicapée à vie. Les lettres écrites par mon père à ses parents ainsi qu'à celle qui deviendra sa femme Didi, sont très nombreuses. Elles ne présentent pas toutes le même intérêt. Toutefois, mises bout à bout, elles constituent un ensemble très vivant et cohérent. J'ai choisi de sélectionner celles qui m'ont paru les plus intéressantes, soit d'un point de vue historique, soit d'un point de vue familial et humain. Les premières lettres d'André nous donnent une description détaillée de la drôle de guerre, et de l'avancée rapide de l'armée allemande sur le territoire français, puis viennent ensuite les lettres de la longue déportation et du travail forcé en Allemagne. Certaines lettres du début de la guerre sont souvent drôles, malgré le tragique du moment. On y trouve de nombreux détails sur la vie militaire, les déplacements souvent incompréhensibles des troupes. On voit les réfugiés sur les routes fuyant l'avancée allemande. Après la défaite de l'armée française débutent les années de captivité. On découvre les écrits sur les longues marches forcées accomplies par les milliers de soldats faits prisonniers, 1 800 000 hommes, la faim, le froid, la solitude ressentie, la dureté du travail en Silésie mais certainement avant toute chose la souffrance que procure la privation de liberté. Les lettres nous montrent aussi qu'il existait des relations humaines très fortes entre les prisonniers, quelles que soient les origines sociales de ces derniers. Face aux privations de toutes sortes, aux barbelés, au froid, à la faim, les masques sociaux tombent et seul l'être humain apparaît pour ce qu'il est. Grâce à ces lettres, les liens profonds qui existent entre André et ses parents, André et Edith, André et son pays, vont perdurer et cela malgré la distance qui les sépare et l'écoulement inexorable du temps. Elles forment également un lien indispensable entre la vie passée d'André et sa vie misérable de prisonnier. Elles lui permettent parfois de se projeter dans un avenir toujours associé à un retour au pays natal. J'ai souhaité que les événements vécus par mon père et ses camarades prisonniers, décrits dans les lettres retrouvées, ne tombent pas dans l'oubli. C'est pourquoi j'ai décidé de parcourir le chemin suivi par mon père, André David, durant cette parenthèse noire de 5 ans qui fut l'histoire de sa jeunesse, 22 ans au début de la guerre, 27 ans au retour, et de faire connaître ses lettres en intégrant cette histoire humaine et individuelle dans les événements historiques qui ont marqué cette époque. Chapitre 1 – L'adolescence d'André et la Seconde Guerre mondiale qui se profile. Périgueux, la cathédrale. Lorsqu'Hitler accède au pouvoir en janvier 1933, Léon André David, mon père est un adolescent, encore presque un enfant. Âgé de 15 ans, il est élève au collège d'Exideuil en Dordogne. L'année suivante, le 12 juin 1934, son unique frère Roger, instituteur à Montignac et militant socialiste, décède brutalement d'une violente crise d'épilepsie. Toute la famille est en deuil. Ce décès fut un drame terrible pour André, âgé alors de 16 ans, ainsi que pour sa mère, très proche de son fils aîné qu'elle soigna sans relâche et qu'elle accompagna régulièrement à Bordeaux aux consultations de médecins réputés, susceptibles de lui prescrire des remèdes efficaces pour soigner ses crises d'épilepsie, mais sans résultat. André, jusqu'alors bon élève, obtient le 25 juin 1934, quelques jours seulement après le décès de Roger, son brevet d'enseignement primaire supérieur. La tristesse due au décès de son frère aîné qu'il aimait et admirait, mais surtout le profond chagrin de sa mère Marie-Antoinette, le perturbe et lui ôte toute motivation pour les études. Se sentant délaissé par sa mère refermé sur sa peine et impuissant à compenser la disparition cruelle de ce frère, André entame une période scolaire agitée et peu studieuse, qui conduit le proviseur du collège à convoquer ma grand-mère. Cet homme connaissait le deuil qui venait de frapper la famille. Au cours de l'entretien qu'il eut avec ma grand-mère, au sujet des difficultés scolaires d'André, il prononça ces paroles : « Madame David, apprenez qu'on ne vit pas avec les morts mais avec les vivants. Votre fils André a besoin de vous. » Cette phrase qui pourrait sembler un peu brutale,
eut-elle une influence positive sur l'attitude de ma grand-mère à l'égard de son fils cadet qui remotiva ce dernier? Je l'ignore. Ce que je sais, c'est qu'André obtint un an plus tard, le 2 août 1935, son brevet élémentaire supérieur. André depuis toujours aime la musique et l'opéra. Il a appris, jeune, à jouer du violon. C'est un bon interprète. Il se produit dans l'orchestre de Périgueux, les Amis de la musique. Il joue avec l'orchestre certains dimanches d'été sous le kiosque des allées de Tourny. André a l'insouciance de la jeunesse. Il est d'un tempérament joyeux et optimiste. Il aime la vie, les relations humaines. Il est également rêveur et idéaliste, et s'évade souvent dans les livres. Il aime aussi faire du sport. C'est un touche-à-tout. Il s'essaie au tennis, au basket-ball et au rugby, sport très populaire dans tout le sud-ouest. Il aime aussi faire la fête avec ses jeunes camarades de Périgueux. Durant toute son enfance, à chaque vacances scolaires, il retourne avec ses parents à Saint-Geniès, son village natal où il retrouve avec joie son grand-père Jean Blanc, sa tante Germaine Légony, la sœur cadette de sa mère, ses deux cousines Renée et Denise, les deux filles de Germaine. André et Denise. André et ses parents logent alors dans la grande maison de famille, située dans le centre du bourg de Saint-Geniès. C'est une immense bâtisse en pierre de couleur ocre, jouxtant la tour du vieux château surmontée d'un toit de lauze. Sur le devant de la maison s'étend une vaste terrasse surplombant la route pentue traversant le village, à laquelle on accède par un escalier qui n'en finit pas de grimper. La terrasse entourée d'une jolie balustrade en fer forgé, est protégée par une treille de raisin noir sous laquelle il fait bon flâner les soirs d'été. La maison est attenante à la forge du grand-père Blanc, où travaille à cette époque l'oncle d'André, Marc Légony, époux de Germaine, ancien combattant de la guerre de 14-18, et Louis Trémouille, son gendre, époux de Renée, l'aînée de ses cousines. Louis et Renée se sont mariés le 20 avril 1933. Renée exploite avec l'aide de son mari l'unique épicerie du bourg, qui fait également office de quincaillerie, de mercerie et de dépôt de journaux. Quand on entre dans le magasin, on croirait pénétrer dans la caverne d'Ali Baba. Marc Légony et Louis Trémouille devant la forge. Renée et Louis Trémouille devant l'épicerie. Germaine, la tante, est une maîtresse femme, confectionnant chaque jour les repas pour tous les habitants de la maison, toutes générations confondues, y compris les ouvriers de la forge et quelques enfants des écoles. Tout le monde à midi déjeune à la même table, dans la grande cuisine. À chacun son plat, en fonction de ses goûts, le tout préparé par Germaine, excellente cuisinière, debout devant les fourneaux dès l'aube. Marc Légony, Louis Trémouille devant la forge, des ouvriers de la forge plus quelques enfants. André, qui a passé toute son enfance et son adolescence avec ses deux cousines, les affectionne toutes les deux. Renée est son aînée de 3 ans. Denise, la plus jeune, a 8 ans de moins qu'André. Elle est âgée de 14 ans en 1939 lorsque la guerre éclate. Marie-Antoinette dite Léonie, mère d'André et sa sœur Germaine, les deux filles survivantes de Jean Blanc qui eut 5 enfants, sont très liées. Elles se sont trouvées très jeunes orphelines de mère. Lorsque celle-ci, Marthe Teillac, décède de la fièvre typhoïde en 1898, en même temps que l'une de ses filles, Marie-Antoinette n'avait que 8 ans et Germaine 2 ans. Jean Blanc, leur père, forgeron et maréchal ferrant, devenu veuf à 38 ans, ne s'est jamais remarié. Travaillant durement et frôlant la pauvreté, il a élevé seul ses 2 filles, avec l'aide charitable de voisins et notamment de la famille Solière, des notables qui possèdent une belle propriété en haut du village. Marie-Antoinette a dû très jeune s'occuper à la fois de son père et de sa petite sœur. Elle faisait seule la cuisine et le ménage, aussi bien que possible, dans la grande maison que son père et sa sœur occupaient dans le village. Sa situation difficile n'a toutefois pas empêché Jean Blanc, républicain engagé, d'envoyer ses 2 filles à l'école publique. Marie-Antoinette, qui adorait s'instruire, y fut une excellente élève. Le grand regret de ma grand-mère est de n'avoir pas eu la possibilité de poursuivre plus loin ses études. Son rêve eût été d'intégrer l'école normale d'institutrice. Mais, elle dut arrêter sa scolarité à l'âge de 14 ans, après l'obtention de son certificat d'études. Combien de fois ai-je entendu ma grand-mère me faire part de sa déception et de la peine qu'elle avait ressentie, de devoir abandonner ses études, si jeune. Mais la pauvreté de la famille et les responsabilités qu'elle dut assumer trop tôt, brisèrent ses ambitions. André a grandi dans cette ambiance familiale,
certes marquée par les deuils et les difficultés matérielles, mais où la joie de vivre et l'affection étaient toujours présentes. Les fêtes de famille fréquentes autour de bons repas bien arrosés, au moment des vendanges de la vigne que possédait le grand-père Blanc, ou lors de la cueillette des champignons et le ramassage des châtaignes, venaient égayer le quotidien. Le 2 août 1936, André, qui n'a pas encore 19 ans, fait la connaissance d'Édith Dupontel, âgée de 20 ans, dont il tombe amoureux et qu'il épousera après la guerre. Édith est séduite par ce jeune homme au caractère déjà très affirmé, aimant la musique et la littérature. André est attiré par la beauté et l'élégance de cette jeune fille moderne et séduisante. Ils se rencontrent, en cachette des parents, surtout de ceux d'André qui ne voient pas d'un œil favorable les relations de leur fils avec Édith. Peu importe, André et Édith s'aiment et rêvent de construire un bel avenir ensemble. André esperluette Édith. Durant toutes ces années, Hitler songe à détruire la France et à prendre sa revanche sur le traité de Versailles qui mit fin à la Première Guerre mondiale et qu'il ressent comme une humiliation. Il veut conquérir l'espace vital, et ourdit de réunir au Reich tous les territoires germanophones. Depuis l'arrivée d'Hitler au pouvoir, la tension monte en Europe. Le service militaire est rétabli en Allemagne, et la Rhénanie remilitarisée. Sans réaction de la France, Hitler ne peut être qu'incité à poursuivre ses noirs desseins. Le 24 novembre 1936, l'Allemagne et le Japon signent le pacte anti-Comintern qui officiellement doit barrer la route à la Troisième Internationale mais qui, en fait, scelle entre les deux pays un pacte d'assistance militaire. Si l'un des deux pays est attaqué par l'Union soviétique, l'autre lui doit assistance. L'Italie adhérera en 1937 à ce pacte, puis à son tour, en 1939, l'Espagne de Franco. L'époque est de plus en plus troublée. Les prétentions d'Hitler s'affirment. Le 12 mars 1938, l'Allemagne nazie, en totale violation du traité de Versailles, annexe l'Autriche, c'est l'Anschluss. Ni la France, ni l'Angleterre ne réagissent contre cette annexion. Il est vrai que personne ne souhaite une nouvelle guerre contre l'Allemagne. Pour tous les hommes qui ont fait la guerre de 1914-1918 et pour la plupart des hommes politiques de l'époque, cette guerre atroce achevée depuis 20 ans seulement, doit être la der des der. Hitler, ne trouvant aucune résistance sérieuse des grandes puissances, va continuer sa politique expansionniste en menaçant la Tchécoslovaquie. Les 20 et 30 septembre 1938 a lieu la conférence de Munich au cours de laquelle Daladier et Chamberlain acceptent l'inacceptable et autorisent Hitler à rattacher au Reich le territoire des Sudètes où vivent la plupart des Allemands de Tchécoslovaquie. Français et Anglais ont cru pouvoir éviter la guerre en calmant ainsi les ambitions territoriales d'Hitler. Les Français pour la plupart sont satisfaits de ce compromis. À Périgueux, la population crie Vive Munich en accompagnant. Georges Bonnet, ministre des Affaires étrangères et originaire de Dordogne, à qui une marche triomphale fut faite de la gare de Périgueux au boulevard, au retour de la signature des accords. Peu de gens en France, y compris parmi les élites politiques et militaires, ont lu à cette époque l'ouvrage d'Hitler Mein Kampf. L'immense majorité des Français, dont André fait sans doute partie, connaît mal la dangerosité du régime nazi basé sur la démagogie, l'impérialisme et le racisme. C'est le plus souvent le communisme et l'Union soviétique qui suscitent la peur et le rejet de la classe politique de droite et même de gauche. Le communisme effraie davantage que le nazisme. Et pourtant le danger nazi est bien présent depuis l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Le 9 septembre 1938, la haine nazie va s'exercer partout en Allemagne contre les Juifs. C'est la nuit de cristal. Les Français ne veulent pas de cette guerre, mais ils savent qu'elle est inévitable à terme. Pour André, malgré tous ces événements graves, la vie continue. Il projette de s'installer et songe à sa future profession. Peut-être envisage-t-il déjà de fonder une famille avec Édith. Après l'obtention de son brevet supérieur, il prépare plusieurs concours administratifs, de contrôleur de impôts, de contrôleur du Trésor et des PTT. Durant la période des examens, il travaille à Périgueux comme employé du Trésor. Dans le courant de l'année 1939, il est reçu au concours de contrôleur des impôts et doit partir faire un stage à Lyon. Avant de commencer à travailler, André doit accomplir son service militaire. Appelé sous les drapeaux, il monte à Paris, rejoint d'abord la caserne de Vincennes puis l'école militaire. C'est la première fois qu'il quitte sa famille et qu'il découvre la capitale.
Il est ébloui par la grande ville. Il a la chance de pouvoir sortir durant ses permissions, et peut ainsi, en arpentant les rues de Paris, en apprécier le charme. Il reviendra d'ailleurs y habiter après la guerre, logeant avec Édith, devenue sa femme, place des Fêtes. Alors qu'André fait son service militaire à Paris, Hitler fait part à la Pologne, en janvier 1939, de ses revendications territoriales sur Danzig et Memel. La Pologne refuse d'accéder à la demande. Puis, le 15 mars 1939, la Wehrmacht envahit la Tchécoslovaquie ou plutôt ce qu'il en reste, après l'annexion des Sudètes au Reich, avec la bénédiction de Daladier et de Chamberlain. L'armée allemande entre à Prague. En avril, Hitler prépare l'invasion de la Pologne à laquelle la France et l'Angleterre viennent d'assurer leur garantie. De son côté, l'Italie de Mussolini mène une politique d'expansion territoriale en Méditerranée, avec le soutien d'Hitler. Mussolini a un rêve fou, rétablir la gloire des empereurs romains. Pour ce faire, il lui faut un empire. Il doit donc conquérir de nouveaux territoires et a des visées sur des colonies françaises en Méditerranée, ainsi que sur la Corse et la Savoie. En avril 1939, Mussolini envahit l'Albanie. Puis, l'Italie et l'Allemagne signent le pacte d'Acier qui renforce les forces de l'Axe. C'est un pacte d'assistance militaire offensif entre les deux pays. Mais Mussolini n'a pas encore les moyens d'entrer en guerre. La France et l'Angleterre tentent en vain de s'allier à Moscou. Malgré la peur du communisme, les deux pays comptent sur l'Union soviétique pour barrer la route à Hitler. Vaine tentative des Occidentaux, puisque le 23 août 1939 est signé le pacte germano-soviétique. Il s'agit d'un pacte de non-agression, doublé d'un protocole secret dans lequel les deux pays se répartissent les zones d'influence et les zones d'intérêt en cas de conflit germano-polonais. Hitler par cet accord se débarrasse du risque d'un second front à l'Est, et peut envisager sereinement l'invasion de la Pologne. La signature de ce pacte fait l'effet d'une bombe. Tout le monde sait maintenant que la guerre est inévitable. Georges Bonnet, député de la Dordogne, ministre des Affaires étrangères, reprend en désespoir de cause l'idée de Mussolini de tenir une conférence internationale. Mais c'est une proposition illusoire qui n'aboutira pas. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. Le même jour, Daladier décrète la mobilisation générale. Le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Les Français, 4 500 000 hommes représentant 29 classes d'âge de 1909 à 1938, partent à la guerre calmes, résignés mais résolus. Ils sont convaincus qu'il faut intervenir face aux agressions répétées d'Hitler. Comme l'affirme également l'historien François Bédarida, contrairement à une légende tenace, celle d'une démoralisation généralisée, ce qui prévaut chez les Français en septembre 1939, c'est la détermination et la volonté d'en finir. André, déjà sous les drapeaux, est mobilisé. C'est une très jeune recrue puisqu'il n'a pas encore 22 ans à la déclaration de guerre. Il fait partie de la classe 1937, la dernière classe d'âge étant celle des hommes nés en 1918. André, qui effectue son service militaire à Paris dans le corps des officiers d'administration, COA, dans les bureaux de l'école militaire, est inquiet de l'affectation qui va lui être réservée. Comme tous ses compatriotes, bien que prêt à faire son devoir, il n'a pas très envie de jouer aux soldats. Il craint également d'être séparé de ses camarades de régiment, et ne se voit pas partir seul à la guerre. André militaire à Paris. André debout à droite, parmi les soldats de la 22e section de COA. Chapitre 2, André dans la drôle de guerre. Me voilà arrivé dans ma nouvelle affectation depuis ce matin, et je me trouve à 20 km d'Épernay dans la Marne. Mon voyage s'est très bien effectué. Enfin me voilà entré dans une nouvelle phase de ma vie militaire. Aux armées, le 19 avril 1940. Je commence à me faire à ma nouvelle vie, et maintenant je suis un vrai soldat avec un fusil au lieu d'un porte-plume. Les officiers et sous-officiers sont presque tous instituteurs, quant aux hommes ils sont dans la grosse majorité agriculteurs. Aux armées le 26 avril 1940. Nous faisons des exercices de combat tels que la patrouille, l'attaque, la prise de contact, l'assaut. Ainsi ce matin, nous avons pris une ferme supposée défendue par l'ennemi.
C'était donc une sorte de sport en plein air et nous n'avions comme spectateurs que les braves paysans intrigués par la manœuvre. Quant à l'ennemi, c'était surtout de grands chiens à l'air féroce qui nous aboyaient après. Aux armées le 2 mai 1940. Du 3 septembre 1939 au 10 mai 1940 commence en France ce qu'on appellera la drôle de guerre, c'est-à-dire une période de guerre d'attente, de défensive et non une guerre d'action. L'armée française, commandée par le général Gamelin après l'offensive de la Sarre vite repoussée, ne bougera plus. Le commandement de l'armée pense que la France est suffisamment protégée par la ligne Maginot. Il oublie que celle-ci ne va pas jusqu'à la mer du Nord. Par précaution, les Lorrains et les Alsaciens sont évacués vers le Périgord et la Charente. La ville de Périgueux accueille des Strasbourgeois. Les Strasbourgeois retrouvent à Périgueux la rivière Lille, ils avaient l'île et le foie gras, titre le magazine Match du 11 janvier 1940. La mairie de Strasbourg s'installe dans les locaux de la Chambre de commerce de Périgueux. Varsovie est bombardée par l'aviation allemande, et les Russes envahissent la moitié de la Pologne. Ils font de nombreux prisonniers envoyés dans des camps en Sibérie. Le 28 septembre 1939, la Pologne capitule. À Paris, des abris sont creusés sous le Champ de Mars et des exercices d'alerte sont fréquents. André, toujours parisien, attend son affectation. Il aimerait rester dans son corps actuel, celui des officiers d'administration, COA, et partir avec ses camarades qui sont affectés dans les boulangeries de campagne ou boulangeries tractées. Il est inquiet d'autant plus qu'il apprend dans une lettre adressée par sa tante Germaine que son grand-père maternel Jean Blanc vient d'être frappé d'une crise cardiaque. Il ne sait pas, lorsqu'il écrit à ses parents le 13 novembre 1939, que son grand-père est en réalité décédé 2 jours plus tôt, le 11 novembre 1939, à l'âge de 79 ans. Alors que la guerre est déclarée depuis bientôt 3 mois, André peut encore se promener en ville et voir quelques spectacles. Il a ainsi la joie d'assister pour la première fois à une représentation théâtrale à la Comédie Française. Il a le privilège de bénéficier d'une place gratuite procurée par son lieutenant, comédien au Théâtre Français. Voici la première lettre d'André adressée à ses parents. Paris 13 novembre 1939. Bien chers parents. Voilà déjà longtemps que je suis sans nouvelles à cause de ce fameux secteur postal quand ce matin, ce silence a été rompu par une lettre à mon ancienne adresse, de la tante m'envoyant de mauvaises nouvelles sur l'état du grand-père. Je suis très inquiet depuis car à son âge le pauvre homme n'a peut-être plus beaucoup de ressources. Malgré tout, comme il s'agit, me dit-elle, d'une crise cardiaque, je pense que ces maladies-là sont très bizarres et laissent parfois s'accomplir des guérisons imprévisibles. C'est ce que j'espère vivement, bien que la lettre que je reçois me laisse très anxieux. Vendredi matin et ce matin encore nous avons eu des alertes. La première vers 3h et l'autre à 4h30. Mais cette fois je suis resté tranquillement couché au lieu d'aller me geler dans les tranchées du Champ de Mars qui nous sont indiqués comme abri. Il n'y a eu évidemment aucun bombardement sur Paris, mais cependant notre DCA a donné fortement. Hier dimanche, je suis allé me promener l'après-midi au bois de Boulogne. J'ai trouvé cette sortie assez agréable car il faisait un temps assez beau. Samedi après-midi, je suis allé à la Comédie Française où j'ai vu cette très jolie pièce Madame sans gêne, interprétée par les plus grands acteurs. Notre lieutenant qui est de la maison, nous avait donné sa carte avec quelques recommandations aussi. Nous étions des mieux placés, dans une loge premier balcon où je ne reviendrai probablement jamais plus, tout au moins avec mes propres deniers. Toujours rien au sujet de notre départ, mais avec les événements actuels, notre intendant nous disait ce matin que nous sommes susceptibles de partir plus tôt que nous l'avions prévu dernièrement. J'espère qu'après cet arrêt je vais recevoir vos lettres régulièrement, et surtout qu'elles contiendront de meilleures nouvelles au sujet du grand-père. Il fait un triste temps aujourd'hui avec un ciel gris très sombre bien qu'il ne pleuve pas. Un vrai temps de mois de novembre, temps de cafard ou tout au moins temps qui n'enlève pas le cafard. Espérant de rapides et bonnes nouvelles, je vous quitte en vous embrassant bien tendrement tous les deux, votre Dédé. Écrivez à mon ancienne adresse car je ne reçois rien par le secteur postal. Je vous embrasse, Dédé. La lettre suivante date seulement du 3 avril 1940. Entre-temps, d'intenses batailles se déroulent en Finlande. Les gouvernements français et britanniques discutent de la meilleure stratégie à adopter. La collaboration des deux pays s'accroît.
Des batailles ont lieu en mer, sur l'Atlantique, avec l'appui de la Royal Air Force. Les Allemands préparent la même guerre éclair à l'ouest que celle qui leur a tant réussi en Pologne. Staline décide du sort des Polonais vaincus. 1 million de personnes environ sont déportées au Kazakhstan et en Sibérie, dans des camps de travail. 15 000 à 20 000 Polonais sont exécutés au printemps de 1940 par la police politique de l'Union soviétique, dont de nombreux officiers. Le massacre de la forêt de Katyn sera découvert plus tard par les Allemands et nié par l'Union soviétique. La guerre de Finlande s'achève. Le 12 mars 1940, les Finlandais demandent l'armistice. Le 9 avril 1940, l'Allemagne attaque le Danemark et la Norvège. La Wehrmacht s'empare en Norvège des principaux aéroports, mais l'attaque principale est dirigée vers les ports. À Narvik, la Royal Navy permet le débarquement d'unités françaises, britanniques et polonaises. André aurait pu partir avec ses camarades de la boulangerie de campagne 14 et faire partie du corps expéditionnaire qui débarqua à Narvik, en Norvège. Ce petit corps expéditionnaire sera réembarqué peu de temps après, vers l'Angleterre. Étrange destin que celui d'André qui aurait pu se retrouver à Londres, en juin 1940, avec les survivants du corps de Norvège et les évacués de Dunkerque. Mais le sort en décida autrement. Le 3 avril 1940, André est donc toujours à Paris. Il craint d'être affecté dans l'infanterie, nommée en argot militaire la BIF. En attendant de connaître son affectation, il s'occupe de la logistique des boulangeries de campagne, BOC, toutes sur le départ, où de très nombreux camarades viennent d'être affectés. Il aimerait pouvoir partir avec eux. On entrevoit pour la première fois le fait que l'administration des contributions directes, alors qu'il vient d'être reçu au concours de contrôleur des impôts et devait être affecté comme stagiaire à Lyon, refuse de l'intégrer comme fonctionnaire et ne lui verse pas son salaire. André craint de devoir rejoindre un régiment d'infanterie. Paris ce mercredi 3 avril 1940. Bien chers parents, j'ai passé ces jours-ci des journées assez mouvementées tant par le travail qu'il y a actuellement pour faire partir la boulangerie numéro 3 qui va près de Saint-Quentin, que par mes préoccupations personnelles. À l'heure actuelle, le militaire de l'infanterie est arrivé ici, et bien qu'il n'y ait pas d'ordre nominatif pour me renvoyer à sa place, je dois normalement partir car je suis seul en classe 1937. Cependant, je ne perds pas tout espoir de rester, car ayant bien relu les circulaires du GQG avec mon lieutenant qui me défend autant qu'il le peut, il se peut en effet qu'il y ait une erreur pour mon cas. En effet, la note qui est très peu claire semble laisser entendre que seuls les COA ayant déjà appartenu à d'autres armes doivent être mutés dans des centres d'instruction d'infanterie ou d'artillerie. Or je n'ai toujours appartenu qu'au COA, et cette décision ne doit pas me toucher. Mais le texte de cette circulaire est si peu explicite que l'intendant va soumettre mon cas au GQG qui va décider. En attendant, ma mutation est suspendue pour 5 ou 6 jours, mais n'empêche que depuis quelques jours je suis sur les dents. Personne ici ne sait que penser sur ce qui peut advenir, mais toutefois j'ai encore quelques espoirs de rester dans les COA. Le type de l'infanterie qui est ici, soi-disant pour me remplacer, est cultivateur et vient d'un centre d'instruction du 126e RI qui se trouve à Vitry-le-François. Il me tarde tant d'être fixé que ces jours-ci, je suis d'un énervement considérable. Les difficultés d'André avec l'administration commencent. Je n'ai évidemment pas pu me renseigner pour mon traitement à la direction des contributions directes de Paris. J'ai envoyé ce matin une lettre à Lyon, leur demandant quelle suite ils ont donnée à ma première demande. J'espère que cette fois ils me répondront sans trop tarder. Je vous écrirai encore sans tarder pour vous donner d'autres renseignements sur ce que je peux devenir. Mais maintenant nous n'avons plus qu'à attendre la réponse du GQG. Espérant que vous êtes tous deux en bonne santé, je vous embrasse bien affectueusement. Dédé. André, toujours en attente d'une affectation, aide à faire partir ses camarades dans des boulangeries de campagne et les voit avec tristesse partir sans lui. André ne partira ni dans les Vosges ni à Narvik. Paris ce samedi 6 avril 1940. Bien chers parents. Ces temps-ci je joue vraiment de malchance car la boulangerie 14 est sur le départ. Tout au moins en partie, car elle n'a plus le titre de boulangerie de campagne mais de boulangerie tractée.
Ainsi part aujourd'hui même une quantité de mes camarades formant un détachement qui devra fonctionner avec quelques fours. Un autre détachement sera formé, et partira aussi dans une dizaine de jours, et à ce moment-là, si j'ai la chance d'être encore des COA, je serai sûrement de ceux qui partiront. Ceux qui s'en vont aujourd'hui sont dirigés paraît-il sur le versant ouest des Vosges, mais cet emplacement est des moins officiel. Je suis donc encore au dépôt de la boulangerie 14 avec les officiers, qui attendent le dernier moment pour partir, et quelques camarades. Si cette affectation désastreuse ne m'avait pas arrêté de la sorte, je serais sûrement dans ce premier détachement où j'ai de nombreux camarades. J'ai déjà bien mal au cœur de les voir partir sans moi, mais je m'ennuierais bien davantage de partir seul de mon côté dans la bif. Pour faire partir tout ce monde, nous avons aujourd'hui un travail considérable, aussi ma lettre est assez mal écrite et bien moins longue qu'elle ne l'aurait été. Je vous écrirai mieux dès qu'une accalmie se présentera. Je vous embrasse très tendrement tous les deux. Dédé. Quelques jours plus tard, André annonce à ses parents que la décision qu'il attendait est arrivée et qu'il doit rejoindre l'infanterie. Il les prévient qu'il a une permission de 3 jours, et arrivera bientôt à Périgueux. De retour de permission, André, dans une carte adressée à ses parents et datée du 15 avril 1940. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.